On en a déjà parlé. On en a déjà parlé sur cette chaîne hein, de ce sujet qui est décidément assez chaud, assez brûlant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui s'en rend compte d'ailleurs. Mais bon, soit. Ça, c'est la parenthèse. On en a déjà parlé et ça faisait longtemps que je voulais revenir dessus parce que les événements s'enchaînent et ça bouge énormément. Mais, comment dire, justement, les événements s'enchaînent, mais il n'y avait pas non plus des informations vraiment pertinentes. Il n'y avait pas non plus de quoi, je vais dire, voilà, si je faisais des vidéos régulières comme avant, je l'aurais traité, forcément. Mais là, j'attends, disons, de pouvoir faire un résumé avant d'en faire une vidéo. Et là, en fait, j'ai enfin trouvé un thread qui avait été partagé, retweeté par coup sûr, hein, qui est ma source number one, finalement, sur le sujet, qui, justement, analyse un petit peu le conflit ukrainien et qui répond à la question, finalement, pourquoi Poutine voudrait envahir l'Ukraine et pourquoi, en fait, ce serait bénéfique pour lui. Donc, on va y aller, donc je vous montre ma source, hein. Je l'ai mis ici, je l'ai fait traduire en français et je l'ai mis sur un site pour pouvoir le lire en entier. Mais donc c'est Dimitri Alperovitch, hein, voilà, que je connais comme ça du coup grâce à Twitter. Mais je trouve que son analyse est assez intéressante et ce coup sûr semblerait la partager. Donc on va le lire, avec la traduction du coup qui sera peut-être un peu moyenne, hein, mais dans le pire des cas, on reviendra sur ce qu'il dit en anglais de manière, enfin, dans son texte original, et on traduira évidemment. Il y a un mois sur ce site, donc Twitter, j'avais prédit que Poutine allait probablement envahir l'Ukraine cet hiver. Depuis lors, la Maison Blanche entre autres, a publié une évaluation similaire. Parlons maintenant de la manière dont une telle invasion peut se dérouler et de ses principaux objectifs. Donc, bref récapitulatif de la situation. Nous avons la Russie qui ramène plein de troupes à la frontière ukrainienne, mais aussi en Biélorussie. Selon les Russes, ce serait pour faire des exercices militaires, sauf qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette affirmation de la part de la Russie, sachant que déjà la toute première est très simple, hein, c'est que en général, pour éviter les quiproquos, comme vous savez que les guerres c'est un sujet assez sensible et que ça peut parfois partir sur simplement une mécompréhension, hein, et bien en général la Russie quand elle va faire des exercices de tir ou de je ne sais quoi, de militaire à la frontière avec les pays, je vais dire l'Europe et de manière plus générale l'Occident en fait, eh bien elle prévient les partenaires occidentaux qu'ils vont faire des exercices. Donc imaginons que la Russie soit une maison et l'Occident soit une maison voisine, bah c'est normal, voilà, tu es en guerre avec ton voisin, tu veux couper la haie, bah tu vas prévenir ton voisin, tu vois. Or cette fois-ci ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, ils l'ont dit après coup, non mais c'est que des exercices. Ce qui est assez étrange, vous l'admettrez je pense, hein. Mais c'est pas la seule chose étrange, c'est que notamment aussi du point de vue du nombre de troupes amassées à la frontière et du matériel, c'est conséquent, c'est du jamais vu en fait à la frontière, d'après les observateurs en tout cas de coup sûr et de ce qu'ils présentent sur le compte, mais pas seulement parce que j'ai vu aussi des articles sur le sujet et il semblerait que quand même c'est une vision qui est quand même largement partagée. Pour terminer, il y a aussi donc les arguments qui sont élancés un peu parce que d'un côté ils disent que ce sont des exercices et d'un autre ils disent que bon bah si on veut qu'ils arrêtent leurs exercices, il faut que l'OTAN arrête de s'agrandir, que voilà ils mettent des conditions à l'arrêt des exercices, qui est aussi un peu étrange puisque bah normalement si ce sont juste des exercices, il n'y a pas besoin, enfin voilà ils doivent juste dire bah c'est ok c'est cool, il n'y a pas de problème. Enfin, soit. Bref, donc ça fait une situation assez étrange. Alors, avant de commencer aussi à lire tout le thread, je vais quand même le préciser, mais je suis pas pro-américain parce que bah forcément ici, en fait, j'essaye, voilà, moi, enfin, je m'en fous que ce soit des Russes et des Américains. Je suis pas là pour taper sur l'un ou sur l'autre. D'ailleurs, enfin, voilà, je tape sur l'Europe avec plaisir quand elle fait de la merde.
par exemple. Les Américains aussi, les Russes aussi. Donc ici, ce n'est pas, voilà, l'idée, c'est pas de pointer non plus juste la responsabilité de l'un ou de l'autre, ou de défendre plus l'un que l'autre. C'est d'essayer d'avoir une vision globale, en fait, et objective de la situation, et d'essayer de comprendre, en fait, qui fait quoi. Et donc, moi, mon opinion, elle est basée sur ce que j'ai lu, etc. Et ce n'est évidemment qu'une opinion. Mais voilà, c'est pas, je vais dire, a priori, elle ne serait pas biaisée par un amour pour la Russie ou un amour pour l'Amérique. Enfin non, je n'ai pas de voilà, je n'ai pas de parti pris en fait pro-américain ou pro-russe. Je m'en fous. Globalement, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'au final, bah, ça se passe bien, quoi. Donc voilà, pas la peine de le mettre en commentaire. Je le dis juste parce qu'en général, quand on parle de la Russie, il y a souvent ce genre de commentaires. Je préférais le préciser. Donc, premièrement, donc ici c'est juste le thread qui est ici, hein, voilà, c'est juste pour montrer d'où vient la source. Premièrement, la Russie va avoir besoin d'un casus belli pour attaquer. Le scénario le plus probable est que Poutine créera un prétexte pour la guerre en fabriquant une attaque ukrainienne contre la Russie. Son autre option est d'essayer de provoquer les Ukrainiens dans une action imprudente, mais cela est moins probable compte tenu de leur prudence et de leur vigilance face à ce scénario et de la restriction de leurs règles d'engagement dans le Donbass. Donc les Ukrainiens, pour ceux, voilà encore une fois, hein, on le rappelle, hein, mais donc il y a l'est de l'Ukraine qui est envahi par la Russie sous prétexte que c'est pro-russe, ce qui est vrai, c'est une région qui est plutôt du côté, qui est plutôt pro-russe en fait, dans l'Ukraine, et que c'était, mais le prétexte surtout de la Russie d'être intervenue, ce serait que en fait, c'est pour protéger finalement les personnes pro-russes sur place parce que, en fait, l'Ukraine ne serait pas vraiment une démocratie, mais aurait voulu justement les agresser ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref. Je vous avoue que ça sonnait vachement le prétexte et selon tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est un prétexte pour pouvoir surtout prendre un peu de terrain, annexer une partie de l'Ukraine, enfin annexer, comprenons-nous bien, hein, pas officiellement, hein, officiellement ils protègent juste le terrain, mais au final c'est comme si ça faisait partie de la Russie, puisque du coup là-bas c'est la loi russe qui prévaut sur la loi ukrainienne, c'est la loi, enfin voilà, il y a soi-disant un gouvernement élu, mais en fait bizarrement ce sont tous des mecs mais vraiment hyper méga proches du Kremlin, vous voyez, je veux dire c'est pas genre juste des mecs qui trouvent que les Russes sont cool. Non, 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 c'est des gens qui sont fans, quoi. Et aussi dans le sud de l'Ukraine, donc en Crimée, où là, par contre, c'est parce que la Russie a plein de bases militaires, et notamment de bases navales, qui leur servent à envoyer des navires sur la mer Noire, et qu'ils voulaient absolument pas perdre ce terrain. Donc voilà, hein, les fronts se situent en fait déjà en Ukraine, et forcément les Ukrainiens, parce que bon, quand t'as un voisin comme la Russie, hein, qui est capable de mobiliser 200 000 soldats, euh, bah tu fais pas trop le malin, quoi. Donc tu fais gaffe quand même à ce qu'une guerre ne démarre pas juste parce que t'as un glandu de première classe, un militaire de première classe qui, sans faire exprès, a voulu décapsuler une bouteille avec sa mitraillette et qui l'a tiré sur un russe sans faire exprès, quoi. Bon, bref. Donc ils sont hyper prudents, ils font hyper attention et donc effectivement, voilà, pousser les Ukrainiens à faire une faute, c'est difficile, c'est beaucoup plus facile par contre d'inventer un bon prétexte. Et aujourd'hui j'ai vu justement un article sur la Biélorussie qui déjà voyait des prétextes pour des prétextes en disant que l'Ukraine rassemblait des troupes à la frontière avec la Biélorussie, et donc la Biélorussie a estimé qu'ils avaient le droit aussi de mettre des troupes à la frontière. Bref, hein, c'est la foire à la saucisse, un peu des arguments des arguments pourris, hein. Bref, en 1999, il y a eu une série d'attentats à la bombe dans des appartements à travers la Russie, imputés aux Tchétchènes, qui ont déclenché la deuxième guerre tchétchène. À ce jour, il y a des soupçons importants quant à qui était vraiment derrière cela, en partie parce que le FSB a été trouvé en train de placer des explosifs dans un bâtiment à titre d'exercice. J'adore ça, quoi, c'est... Ah nous? Ah non, 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 mais nous on fait un exercice, hein. Mais cette maison, elle est habitée. Ah, pas de bol, on le savait pas, hein. En 1939, un village frontalier soviétique de Mainila a été bombardé d'artillerie que Staline a immédiatement imputé à la Finlande et utilisé comme casus belli pour déclencher la guerre d'hiver, un peu comme Hitler quelques mois plus tôt, organisant une attaque contre Gleiwitz comme prétexte à une attaque sur la Pologne.
Oui, bien sûr. Oui, ok, d'accord. C'est le point m'a troublé, excusez-moi. Le point au milieu de la phrase. Khrouchtchev a admis plus tard dans ses mémoires que les bombardements qui ont tué 4 gardes frontières soviétiques avaient été orchestrés par l'armée soviétique. Un prétexte comme celui-ci peut être qu'un autre bombardement d'un village frontalier russe, bien que non original, sera suffisant pour lancer une invasion. Donc en gros, on s'en bat les couilles tant que la raison elle est bonne, et si ça doit faire une dizaine, vingtaine ou trentaine de morts, bah enfin, on s'en fout, l'important c'est d'avoir une bonne raison. Et c'est là où on se rappelle quand même que Poutine, bah, ça reste un dictateur quoi. Hein. À partir du moment où tu t'en bats les steaks de buter ta population pour avoir un bon prétexte pour faire une invasion, moyen. L'invasion commencera par une campagne d'incendie, missiles, lance-roquettes multiples, obusiers, mortiers automoteurs, Nona et frappes aériennes à voilure fixe contre les défenses aériennes de l'UKR. Donc ça, je crois que c'est juste l'armée ukrainienne. Les bases aériennes, les positions défensives retranchées, la mobilisation et le commandement et centre de contrôle. L'objectif serait d'établir rapidement une domination aérienne sur le ciel ukrainien, d'entraver les mobilisations et de détruire les principaux nœuds de communication utilisés par les Ukrainiens. Et c'est là qu'il faut rappeler qu'il y a maintenant, je crois, à peu près une semaine, les Ukrainiens se sont tapés une cyberattaque de hyper grosse ampleur qui a paralysé tous les sites officiels ukrainiens. Et donc, et les Russes ont dit, ben non, c'est pas nous. On ne voit pas ce que c'est. Hein. Mais bon, c'est quand même étrange parce qu'on voit beaucoup les observateurs, et dont Microsoft, qui je veux dire est une société indépendante malgré tout, hein, de l'Amérique, même si ça reste une société américaine, elle est indépendante en tout cas par rapport... Enfin voilà, elle n'a pas plus d'intérêt à dire que c'est la Russie qu'un autre pays ou quoi. Mais Microsoft a dit qu'il était qu'il était fort probable qu'effectivement ce soit une nation qui ait fomenté cette attaque, etc. Bref, et effectivement... maintenant, il faut pas tirer de conclusions trop hâtives, mais il me semble que ils sont en train... Enfin voilà, la piste principale pour le moment, c'est la Russie. Maintenant, on a déjà vu aussi des attaques, des cyberattaques qui se sont faites, et pour pointer du doigt un adversaire, et qui au final n'était pas lui. Donc voilà, c'est pour ça que je dis... Ça prend un peu avec des pincettes, mais tout ce qu'il dit là a l'air de concorder avec les différentes informations qu'on a jusqu'à présent, dont cette cyberattaque. En effet, aujourd'hui aussi, ça je sais plus où je l'avais lu, tiens. Je sais plus du tout. Mais c'est effectivement l'aviation, c'est vraiment l'arme principale en fait de combat. C'est ce qui explique aussi à la Seconde Guerre mondiale pourquoi les porte-avions étaient emprisés. Et que c'était un signe de puissance d'avoir beaucoup de porte-avions. C'est parce que effectivement, quand t'as le ciel, en fait, aujourd'hui, t'as souvent la terre qui va suivre avec. Bref. Avec les énormes capacités de tir à longue portée de la Russie, il peut faire tomber l'enfer absolu sur ses cibles. Les Ukrainiens, dépourvus de défense aérienne à courte et moyenne portée, ne pourront pas faire grand-chose en réponse. La Russie possède également certains des meilleurs systèmes de guerre électronique au monde. Ils seront utilisés pour aveugler la défense aérienne ukrainienne dans les premières heures avant d'être détruits par des incendies. Attendez-vous également à une utilisation intensive des nouveaux drones Orion. Alors ça c'est des matériels, je ne le connais pas forcément en entier, donc je peux pas vous donner plus d'infos que ça. Les Russes peuvent également cibler les émetteurs de télévision et de radio, les échanges internet, ainsi qu'utiliser des logiciels malveillants d'effacement contre les sites web des médias et du gouvernement pour rendre plus difficile pour la population ukrainienne de recevoir des informations. Ils sont également susceptibles de lancer des psyops dans le cyberespace pour semer la confusion et le désespoir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'est déjà vu, hein, notamment pour les élections. On avait vu que les Russes avaient interféré dans les élections en diffusant des fausses informations, et selon toute vraisemblance, ils continueraient à le faire, hein, pour essayer de foutre le bordel, que ce soit pour les vaccins, pour... voilà, sur divers sujets, ils essayent finalement de faire une guerre d'opinion, en fait, de créer des tensions internes à nos pays. Alors bien sûr, ils sont pas les seuls, hein, je veux dire, c'est pas c'est pas eux qui les ont créés de toutes pièces non plus, hein. Je pense qu'il faut pas devenir parano, mais quand ils voient qu'il y a un problème, ils essayent de pousser les gens à l'extrapoler pour justement pour foutre le dawa, quoi. La campagne de tir sera probablement suivie d'une invasion terrestre destinée à encercler et détruire les unités ukrainiennes à l'est du Dnipr. Alors le Dnipr, on va quand même vite faire regarder sur Google.
Voilà, donc on voit ici, c'est un cours d'eau. Est-ce que ça va me mettre en rouge? Non. Mais je crois que c'était à peu près... ben c'est celui-là en fait, non? Ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est tout ça, hein. C'est ce cours d'eau-là. Et donc, je pense que pour le moment, à peu près... Je crois qu'on voyait la carte, oui, ça va. Pour le moment, à peu près, je sais pas où est la guerre, je sais pas si c'est mis sur les cartes, parce que comme c'est pas, voilà, comme c'est pas un accès officiellement, euh, je crois qu'à mon avis, la guerre, pour le moment, elle est plutôt de ce côté-ci, hein, comme ça ici. Mais ça, ce serait à vérifier, bref. En tout cas, comme vous voyez, l'idée, ce serait d'avoir la moitié de l'Ukraine, c'est ce qu'il faut retenir, hein, donc tout le côté est, soi-disant pro-russe. Je dis soi-disant, mais voilà, à tendance russe, on va le dire comme ça. Avec les forces que la Russie positionne, elles pourront lancer une attaque au sol à partir de 4 directions. La Biélorussie... Ah oui, mais c'est pour ça que je voulais garder la carte. On va la garder. Donc la Biélorussie, hein, au nord. La région de Koursk, Briansk et Belgorod. Région de Rostov, est et depuis la Crimée. Donc je remontre la carte. Hein. Donc ici c'est la Crimée, donc depuis ici. Depuis la Biélorussie, donc par ici. Alors vous allez voir que après on va surtout parler en fait hein, de cette frontière-là. Parce qu'en réalité, venir par ici serait assez risqué parce que vous voyez que le cours d'eau, finalement, c'est une frontière naturelle. Et du coup, c'est un avantage tactique, hein, certain pour les Ukrainiens. Ils ont parlé de plusieurs villes, donc Kursk, Briansk et Belgorod. Alors ça, je sais même pas si ça va être mis... Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas où ça se trouve. Bref, après, vous avez Google aussi, hein, merde, hein. De plus, nous pourrions voir des unités d'assaut aérien aéroportées sauter en parachute pour prendre des emplacements stratégiques derrière les lignes de l'Ukraine. Et des navires de débarquement naval déployés dans la mer Noire et la mer d'Azov effectuer des débarquements près de Mariupol, peut-être même plus tard jusqu'à Odessa s'ils se sentent ambitieux. Alors Odessa par contre c'est une grande ville, hein. Normalement on devrait pouvoir, je pense, voilà, la trouver ici. Donc ça c'est Odessa. Donc il y a quand même une possibilité que s'ils le désirent, de pouvoir avancer assez profondément en Ukraine. Hein. L'idée, c'est de capturer évidemment la capitale, Kiev, le centre finalement névralgique hein, du pays, de tout pays, hein, tout simplement. Alors, le but des assauts simultanés soutenus par des tirs à longue portée et un appui aérien rapproché serait d'éliminer les unités défensives ukrainiennes organisées ou de les repousser vers la rive ouest du Dniepr. Pendant que tout cela se déroule, les agents du GRU Spetsnaz, donc ça c'est les unités spéciales russes, hein, probablement déjà déployés dans l'est de l'Ukraine, tenteront d'organiser des soulèvements dans les principales villes de l'est avec des collaborateurs préalablement identifiés et armés, potentiellement avec l'aide du VDV. L'objectif serait de prendre le contrôle des villes orientales de l'intérieur avant que les principales unités russes n'arrivent pour faire respecter l'ordre et aider à éliminer toute résistance. Les Russes sont très susceptibles de s'arrêter sur la rive est du Dniepr et de ne pas tenter de traverser afin d'éviter ce qui serait un combat très difficile dans l'ouest de l'Ukraine. Parce qu'il va en parler plus loin, mais l'ouest de l'Ukraine est beaucoup plus proche par contre de l'Europe et de l'Occident en termes justement politiques que l'Est. Cependant, ils apportent également de nombreux équipements de pose de ponts et d'ingénierie pour avoir la possibilité de traverser le fleuve, mais ce sera un défi majeur étant donné la largeur du Dniepr dans la plupart des endroits, et sous le feu majeur de l'artillerie ukrainienne. Évidemment, l'Ukraine, vous doutez bien que maintenant, depuis qu'ils ont été annexés, ils ont plein de plans A, B, C, D, E, F, donc ils ont prévu même le pire, donc forcément, je pense qu'ils ont des troupes dans partout. Tout simplement. Le front biélorusse leur donne la possibilité d'exécuter une manœuvre de flanc et d'encercler Kiev sans traverser le Dniepr. Mais je pense qu'il est peu probable qu'ils le fassent et risquent une bataille de style siège de Leningrad là-bas. Une telle manœuvre les exposera également aux attaques arrière de l'Ouest. Avec une force terrestre, aérienne et navale aussi écrasante, assistée par des opérations sur le terrain par le GRU et le FSB, et la collecte de cyber-renseignements, le FSB c'est les services secrets russes. Les Russes pourraient neutraliser toute la résistance organisée majeure à l'Est en 60 jours. L'Est de l'Ukraine est exceptionnellement plat, à l'exception des collines de Donetsk,
Ridge, près de Donetsk, et la plupart des forêts importantes se trouvent également à l'ouest. Cela en fait un terrain très difficile à défendre, ainsi que relativement mal adapté à un mouvement d'insurrection, contrairement à la Tchétchénie ou à l'Afghanistan. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant, parce que ça, c'est de la stratégie militaire, et ça, on avait pu le lire sur l'article sur l'Afghanistan, hein, et la défaite du gouvernement afghan face aux talibans, c'est qu'effectivement, finalement, moi je pensais pas qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies, ça jouait beaucoup. Je croyais qu'en réalité, c'était vraiment un peu, finalement, je vais le dire comme ça, mais qu'avec les avions et tout, un peu à la manière de l'Amérique au Vietnam, il y a une forêt, t'envoies du napalm, puis c'est bon, il n'y a plus rien, quoi. Eh bien non, visiblement, apparemment, tout ça compte encore, hein. Et comme vous pouvez le constater ici, effectivement, c'est assez plat, hein, de ce côté-là, alors que de ce côté-ci, il y a un peu plus de verdure, il y a des forêts, il y a ici une chaîne de montagnes de ce côté-ci, enfin bon bref. Plus facile de défendre par ici que par là, on va dire du côté un peu de la mer. Donc, un point à noter ici est que de nombreuses insurrections ukrainiennes passées, y compris la résistance à la domination soviétique dans les années 1930-50, étaient basées à l'ouest, une région forestière beaucoup plus montagneuse et dense. Les chefs insurgés essayeront sans doute d'organiser la résistance urbaine dans les villes, mais compte tenu des capacités remarquables des services de renseignement russes et des méthodes extrêmement brutales qu'ils emploient, ils seront en mesure d'identifier et d'éliminer les chefs clés dans un ordre assez rapide. Et ça, je trouve ça... Alors ça, je trouve ça hyper flippant, quoi. C'est carrément, en fait, il n'y a même pas... Enfin, encore une fois, c'est selon les observateurs, hein, mais il n'y a aucun doute que en ville, ce n'est pas possible. Parce que les services secrets sont tellement perfectionnés dans l'art de vous espionner que c'est pas genre 40-45, quoi. C'est pas le régime, justement, d'extrême droite fasciste qui vient et qui... non, enfin, genre, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Donc, après avoir établi le contrôle de l'Est comme cela, comment cela résout-il les principaux objectifs de Poutine? Et c'est ça qui nous intéresse. Tout d'abord, discutons de ce que cela pourrait être. Ils sont multiples. 1. Empêcher l'expansion de l'OTAN vers les États post-soviétiques. Oui, Poutine et le reste des élites russes, remontant à l'époque de Gorbatchev et d'Eltsine, croient que c'est une menace. Et aucune quantité de déclarations occidentales, contraires, ne changera cela. Incidemment, les affirmations selon lesquelles l'OTAN est une alliance purement défensive ne cadrent pas bien avec les opérations au Kosovo et en Libye, dont les Russes ne se souviennent que trop bien. Je me rappelle parce que c'est comme ça dans le texte. Le fait qu'ils aient été commis pour des raisons humanitaires n'apporte aucune consolation aux dirigeants russes actuels. Et pour Poutine, l'élargissement de l'OTAN ne signifie pas seulement l'adhésion. Il est également très préoccupé par l'engagement de l'OTAN sur le terrain en Ukraine et en Géorgie, vente d'armes, conseillers et entraîneurs, vol de reconnaissance près des frontières russes. Il veut en finir avec tout ça. Et alors j'ai vu justement beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux de personnes qui disaient oui, mais en même temps justement, c'est pour ça, et je trouvais ça intéressant parce qu'ils disaient oui, mais les Américains ce sont pas des enfants de cœur, l'OTAN ils s'étendent alors qu'ils savent très bien que les Russes ils aiment pas ça, etc. Et là où moi je trouve que c'est un peu biaisé comme avis, c'est qu'en fait l'OTAN c'est une adhésion. Donc en fait tu dois postuler et après on doit t'accepter. Donc c'est pas justement, comment dire, ce n'est pas on t'annexe ou alors on t'oblige à en faire partie. Ce qui était déjà plus le cas, par exemple, de l'URSS et des pays qui étaient dans l'URSS. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu biaisé, c'est que là, l'Ukraine, c'est une demande qu'elle fait, en fait. Donc c'est un pays souverain qui fait la demande, qui va vers ce côté-là. Donc pour moi, c'est plus une guerre d'influence que la Russie est en train de perdre et qu'elle veut finalement résoudre avec les armes, au lieu de la résoudre par l'influence. Et pour moi, justement, occulter ça, pour moi, c'est une erreur assez grave, parce que, comment dire, en fait, c'est là, pourtant, où c'est le plus intéressant. C'est que la Russie, c'est une dictature, et pour moi, ça montre pourquoi les dictatures, en fait, arrive toujours un moment où on arrive au bout de la dictature. C'est-à-dire que là, en fait... je vais le dire comme ça, mais il y en a qui pensent que Poutine, il est gentil et que finalement, on devrait avoir des dirigeants comme Poutine. Mais pourtant, Poutine,
euh, il n'arrive pas à convaincre ses voisins que son régime est tellement bien qu'il devrait y adhérer. Alors que l'OTAN, justement, ou l'Occident, est beaucoup plus attirante pour des pays qui, avant, étaient dans des régimes totalitaires. Hein. Parce que l'Ukraine, rappelez-vous, avant, comment ça s'appelait ça, le soulèvement ukrainien, qui je crois que s'est déroulé en 2011, eh bien, c'était une dictature en fait. Hein. C'était un mec qui était là au pouvoir depuis 15 ans, je crois, et qui était hyper proche des Russes, et qui acceptait tout ce que les Russes demandaient. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça, c'est parce que ce président voulait se rapprocher de la Russie et faire des pactes avec la Russie, que les Ukrainiens l'ont poussé dehors en fait. Et c'est là où vraiment je pense que ce point-là est hyper important en fait. Poutine est en train de perdre cette guerre d'influence par rapport aux États-Unis. Et ça ne veut pas dire que les Américains gagnent tout, hein. Au contraire. Par exemple, l'Afghanistan, les Américains font des erreurs, hein, et ils sont loin d'être parfaits. Et je vais même dire de manière générale, les Occidentaux, c'est pas, je suis pas en train de vous vendre que les Occidentaux sont les meilleurs, les bestes, et qu'il faut tout accepter. Hein. Je veux dire, enfin, vous le savez bien que sur cette chaîne, je suis le premier à critiquer quand je trouve que c'est de la merde. Mais là, pour le coup, c'est pas parce que... C'est peut-être de la merde, l'Occident, mais malgré tout, c'est peut-être mieux que ces régimes totalitaires de... Je vais dire comme ça, mais de l'Est, quoi. On le voit aussi avec, notamment en Biélorussie, hein, où le soulèvement s'est passé aussi pour les mêmes raisons. Et maintenant, Loukachenko, encore, je vous renvoie encore une fois sur la vidéo du roi des rats, pardon. Loukachenko, il est là, mais sans être là, quoi. Il n'a plus qu'une armée, quoi. Voilà, il n'a plus de citoyens. Bref. Ramener l'Ukraine dans la sphère d'influence de la Russie. En plus d'arrêter toute implication de l'OTAN dans le pays, il veut inverser l'orientation pro-occidentale de sa politique. Cela inclut la fin de toute perspective d'adhésion éventuelle à l'Union européenne. Poutine a connu un succès remarquable au cours des dernières années en rétablissant une solide influence russe dans une partie de l'espace post-soviétique. L'Arménie, la Biélorussie et plus récemment le Kazakhstan ont été intégrés fermement dans la sphère russe, et à très peu de frais. L'invasion de l'Ukraine achèverait presque le projet de Poutine de restaurer le pouvoir de la Russie dans son proche étranger. Compte tenu des sentiments anti-russes justifiables de la majorité des Ukrainiens, il sait que le seul moyen d'exercer une influence sur le gouvernement ukrainien et sa politique est de modifier sa constitution et son système de gouvernement. Plus à ce sujet dans un instant. Donc on va continuer. Consolider diplomatiquement l'appropriation de la Crimée par la Russie. Les réalistes réalisent, c'est marrant, mais je crois qu'en anglais en plus c'est comme ça, mais en français ça se dirait pas comme ça. Bref, réalisent que la Crimée ne reviendra pas à l'Ukraine. Aucun dirigeant russe ne le permettrait et la Russie entrerait en guerre pour le garder. Et personne ne sera assez fou pour le combattre. De plus, la majorité des habitants de Crimée, à l'exception de la minorité tatare, et même eux se préparent à l'annexion russe, veulent rester en Russie. La Russie a déversé des dizaines de milliards de dollars dans les infrastructures de Crimée, refaisant une grande partie de la péninsule et l'intégrant profondément au reste de la Russie, physiquement, économiquement et politiquement. Et la vie économique est objectivement devenue nettement meilleure pour les gens là-bas. Il n'y a vraiment aucun scénario réaliste imaginable dans lequel la Crimée rejoindra l'Ukraine et Poutine veut sans aucun doute un rejet officiel ukrainien de leurs revendications sur la péninsule. Et donc ça c'est intéressant et c'est là où je trouve justement, voilà, c'est le côté, voilà, tout n'est pas noir ou blanc, évidemment, hein. Tout est gris, tout est coloré. Voilà, c'est la Crimée qui était dans une situation visiblement merdique avant, en fait, finalement, l'annexion. Là, la situation s'est améliorée. Donc, en fait, l'Ukraine aimerait récupérer la Crimée parce que c'est son territoire, mais objectivement parlant, ça n'aurait pas de sens, sachant que probablement que les gens sur place veulent rester en Russie et que leur situation s'est améliorée. Donc peut-être que ce serait un truc que les Ukrainiens pourraient totalement laisser aux Russes, c'est-à-dire dire, ben voilà, ok, si vous vous barrez, bah nous on vous laisse la Crimée, sans non plus perdre grand-chose au final, puisque c'est quand même des gens qui veulent rester, enfin ce serait respecter peut-être la démocratie finalement, et les envies, parce que ben, malgré tout, c'est pas parce que... encore, c'est mon analyse, hein, mais c'est pas parce que Poutine perd la guerre d'influence avec l'Amérique que pour autant, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune nation qui ne croit en la Russie et ses valeurs. D'accord ?
Ils ont parlé de l'Arménie, je pense, hein, et du Kazakhstan, par exemple. Donc ça, voilà, ce sont des pays qui y croient encore et qui veulent rester dans ce système russe. Mais voilà, enfin, pour le coup, peut-être que la Crimée, il pourrait la léguer, entre guillemets, ou alors, en tout cas, c'est pas parce que aussi, il y a aussi parfois des statu quo comme ça. Donc, comme c'est maintenant, c'est-à-dire que ça n'appartient pas aux Russes. Alors là, pour le coup, l'Ukraine est en guerre pour essayer de la récupérer, mais il pourrait se dire que ça peut être un territoire, entre guillemets, neutre, dans lequel la Russie, enfin des choses pareilles, hein, voilà. Tout est possible, hein, vous savez, tout est possible. Résolution de la crise du Donbass. La Russie ne veut pas posséder le Donbass ou supporter le fardeau de le soutenir économiquement, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas annexé ou reconnu son indépendance. Et ça, c'est intéressant. De plus, Poutine a besoin que les électeurs pro-russes de cette région aient de l'influence sur le gouvernement ukrainien. Il fera donc probablement pression pour la réintégration du Donbass en Ukraine, mais selon ses propres conditions et avec un degré élevé d'autonomie, ce qu'il a essayé avec les accords de Minsk. Poutine sait qu'il ne peut obtenir ce qu'il veut sur aucun de ses points clés par le biais des négociations avec les États-Unis. C'est pourquoi il est susceptible de lancer une invasion majeure et une incursion limitée n'aboutira à rien. Alors comment une invasion comme celle que j'ai décrite l'aide-t-elle à atteindre ses objectifs ? La première chose qui est susceptible de se produire lors d'une invasion est la chute du gouvernement Zelensky, qui est déjà profondément impopulaire et qui vote dans les années 30. Alors ça je comprends pas, mais je crois pas que c'est dans les années 30 qu'ils disent. Est-ce que je peux cliquer dessus ? Oui. Est-ce que ça va me montrer le tweet ? Oui, et je pense que c'est pas les années 30, c'est qui vote dans les années 30. Et c'est qu'il y a, je crois, 30% d'adhésion. Je pense que c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas un hasard si son adversaire politique et ancien président Poroshenko est récemment revenu en Ukraine malgré la menace d'arrestation pour trahison. Il sent le sang dans l'eau. Une grande partie de l'industrie d'exportation ukrainienne, agriculture, métallurgie et industrie lourde, est basée sur la rive orientale du Dniepr, ainsi que dans la région d'Odessa. Si la Russie établit un contrôle de facto sur ces zones, le PIB ukrainien chutera. La pression sur le gouvernement qui émergera sur la rive ouest sera immense. L'économie sera en lambeaux. Il y aura des dizaines, voire des centaines de milliers de réfugiés fouillant les troupes de l'Est. L'armée sera décimée, Poutine compte là-dessus. Son objectif sera probablement de faire pression sur la partie ukrainienne dans ces conditions horribles pour qu'elle trouve un règlement. La proposition pourrait ressembler à ceci. Changer la constitution ukrainienne pour créer un système politique de partage du pouvoir à la libanaise. Par exemple, un premier ministre élu du côté occidental et un président de l'Est. Cela donnera à la Russie une influence permanente en Ukraine par le biais de ses mandataires à l'Est. L'un d'eux pourrait être ce type selon le rapport du renseignement britannique publié hier soir. Donc en gros, on rase l'Ukraine. J'exagère, mais on rase l'Ukraine. Puis ensuite, on leur met, finalement, hein, on les oblige, donc un ultimatum en leur disant soit vous acceptez nos conditions, soit on rase encore plus tout, hein, on détruit carrément l'Ukraine, quoi, et on reconstruit ce qu'on veut dessus. Mais leurs conditions, ce serait donc, finalement, c'est un peu... ils parlent à la libanaise, mais moi, ça me fait plus penser... Alors, je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris cet exemple-là. Est-ce que c'est parce que ils ont voulu prendre un exemple actuel, ou alors est-ce que c'est parce que ça n'a pas les mêmes significations? Je ne sais pas, mais moi ça me fait penser un peu justement au mur de Berlin et à cette Allemagne qui était divisée en deux finalement, avec un côté russe et un côté occidental, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça, et le mur de Berlin est tombé, donc je sais pas trop, c'est pour ça que je me dis, c'est pas possible qu'ils se disent que le même système pourrait fonctionner. Je suppose qu'il doit y avoir des différences. Bref. En outre, Poutine insistera sur la reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe, une large autonomie pour l'Est et un rejet constitutionnel de la poursuite de l'adhésion à l'OTAN et ou à l'UE. En échange, il retirera ses forces, du moins celles qui sont manifestes, de l'Est de l'Ukraine, mais gardera probablement des agents du renseignement pour continuer les campagnes d'influence. Hein. Bien sûr, la propagande, cette propagande qu'on aime tant. Ce pari peut ou non fonctionner pour Poutine. Et c'est là, ce point-là, c'est celui, je vais dire, qui m'inquiète le plus. Parce que les plans dans la tête, c'est toujours bien et magnifique, ça marche toujours. Mais dans la réalité, c'est souvent bien différent. Hein. L'Afghanistan que j'avais pris comme exemple est parfait pour ça. C'est sûr que les Américains, ils pensaient que l'Afghanistan, ils allaient la conquérir et puis que en un mois, ça allait être bon, plié, et ils pourraient se barrer. Hein. Bref.
Enfin, pas se barrer, mais qu'il y aura un gouvernement qui fonctionnerait et qu'ils pourraient juste laisser leurs troupes vagabonder comme ils le voulaient. C'est pas du tout passé comme ça. Donc, les Ukrainiens peuvent très bien lancer une campagne de résistance, do or die, hein, jusqu'au bout et refuser d'accepter tout accord. Les personnes qui le dirigent seront probablement ciblées pour assassinat. Donc là, c'est vraiment le qui tout double et vraiment les Ukrainiens qui décident de faire de la résistance héroïque. En mode, voilà, c'est ce qu'ils appellent le do or die, hein. Donc, soit on tient contre la Russie et la Russie part et on gagne, soit on meurt. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et en fait, le truc, c'est que je pense que cette théorie est intéressante parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec leur précédent gouvernement, en fait, le président dictateur. C'est comme ça qu'ils l'ont viré, en fait. C'est qu'à force de tenir, bah, le mec, pourtant, il y a Winter on Fire sur Netflix, si vous voulez un peu voir la crise, la révolution ukrainienne. Et vous allez voir, pourtant, il y avait des morts et tout, mais ils se sont pas laissés... Alors ici, ce serait à un autre niveau quand même, parce que ce serait une vraie guerre, hein. Mais c'est pas impossible. Mais Poutine pense probablement que la combinaison d'un étranglement militaire et économique lui donne une bonne chance de réussir. En résumé, il paraît qu'une opération militaire rapide à l'Est se traduira par une campagne de coercition suffisante pour amener l'Ukraine dans la sphère d'influence de la Russie, la reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe et la résolution du Donbass. Il établira également une doctrine Poutine interdisant toute nouvelle expansion de l'OTAN dans l'espace post-soviétique. Tout pays qui décide de flirter avec l'OTAN saura qu'il risque une invasion et une perte d'indépendance. Les risques de cette opération sont bien sûr importants. La campagne militaire peut ne pas s'avérer aussi facile qu'il le pense et peut coûter beaucoup plus de vies russes que ce qui peut être caché avec succès au public russe, comme dans les conflits passés. Ça, je savais pas. La Russie subira des sanctions économiques, bien que les sanctions les plus sévères contre son industrie pétrolière et gazière et les grandes banques comme Sberbank, VTB et Gazprombank ne seront probablement pas mises en place en raison du retour de bâton sur les économies européennes et américaines, ainsi que de l'impact sur les prix de l'énergie déjà élevés. Il y aura davantage de militarisation aux frontières de la Russie dans les pays de l'OTAN. La Suède et la Finlande pourraient très bien choisir de rejoindre l'Alliance à un moment donné dans le futur. Cependant, s'il atteint ses objectifs premiers, ses coûts apparaîtront mineurs par rapport aux gains historiques et stratégiques qu'il aura acquis. C'est le pari qu'il envisage, et la vie des milliers d'innocents en Ukraine est en jeu. Fin. Et moi, je crois que c'est intéressant, effectivement, la vie de milliers d'innocents en Ukraine est en jeu, mais c'est pire que ça pour moi. Et là, comme on a terminé l'article, je vais quand même me mettre en grand. Mais pour moi, c'est pire parce que c'est pas juste la vie des Ukrainiens, en fait, qui est en jeu. Je pense que... En fait, je crois que ça peut être plus large. On parlait d'un point chaud, alors voilà, sans non plus rentrer dans la fin du monde et la panique. L'Ukraine est un point chaud pour une éventuelle troisième guerre mondiale. Alors moi, je crois pas qu'on entrera dans une troisième guerre mondiale, ça me semble fou. Cependant... par exemple, il y a déjà des pays qui ont dit qu'ils étaient prêts à soutenir l'Ukraine, en fait, et à, pourquoi pas, envoyer des troupes sur place en cas d'invasion de la Russie. Mais à tout moment, c'est-à-dire envoyer des troupes pour protéger ce fameux fleuve, en fait, hein, qu'on a vu, hein, le fameux Dniepr, ici, et qui, en fait... et qui est là pour, en fait, et qui serait là, des troupes donc qui empêcheraient notamment d'avoir ici ce bassin. Alors vous le voyez pas, attendez, je vais me mettre dessus. Je sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Euh, ce fameux bassin ici, hein, économique de l'Ukraine, pour justement que les Ukrainiens ne soient pas pris au ras de la gorge et que, parce que stratégiquement, forcément, même si l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est un choix ukrainien, il y a aussi un côté où l'Union européenne et les Américains, alors les Américains ont déjà dit que ça les intéressait moyennement finalement ce qui se passait là-bas, mais surtout l'Union européenne a besoin de gagner des points et du crédit par rapport à justement tout ce qui se passe, parce que c'est des discussions qui se passent entre la Russie et les États-Unis, et nous, les Européens, on n'a pas notre mot à dire en fait. Et je me demande, parce que cette situation-là, elle existe, et pour le moment, c'est ce qui se passe, mais on voit que les Européens, de plus en plus, ont envie, en fait, de pouvoir avoir un pouvoir sur ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis, et pas de se retrouver toujours avec deux grands frères qui se battent, et eux, ils sont entre les deux, là, serrés, et en train de se prendre tous les dommages collatéraux, quoi.
Donc moi je me demande si vraiment, genre, c'est pas possible que l'Union Européenne, à un moment donné, se dise ça va trop loin, là, nous on va montrer aussi qu'on existe, et que l'Union Européenne vaut mieux que juste voilà, des engueulades entre chacun des pays, des Brexit et tout. Surtout que justement par rapport aux crises qui viennent dans nos pays, c'est vrai que Poutine, par exemple, il a tout intérêt en fait à faire une guerre, surtout avec les crises qu'il y a dans son pays, à détourner l'attention finalement sur d'autres choses hein, que les problèmes. Mais il n'est pas le seul. Les Européens ont énormément, tous les pays européens, il y a beaucoup de crises politiques dans ces pays et ils ont tous besoin en fait que les gens regardent ailleurs. Donc je me demande si ça les arrangerait pas hein, de pouvoir dire non mais regardez, nous on va en Ukraine, on est là pour sauver la démocratie et tout, même si les Américains sont désintéressés. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement, genre, notamment en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, il y a beaucoup de présence militaire de la part des forces de l'OTAN, mais aussi et surtout des forces européennes, qui s'est mise en place forcément, puisque du coup on a peur que la Russie aille plus loin, qu'elle soit un petit peu plus gourmande, même si en vrai ça c'est très improbable, c'est pour ça que je dis que une troisième guerre mondiale me semble complètement fou, mais il y a aussi, et c'est ce qu'il disait, c'est que la Finlande, du coup, évidemment, elle flippe. Attendez, je vais essayer de vous cadrer un peu, parce que c'est pas le même cadrage. Mais la Finlande flippe. Parce que forcément, la Finlande, elle se dit, mais attends, s'ils prennent comme ça un pays tranquillou bilou, s'ils prennent un pays qui est neutre, ou et qui veut juste en fait adhérer à une politique, à une politique par rapport à ses élections, etc., à sa population. What the fuck, la Russie, là? Si la Finlande, tout d'un coup, elle se dit pourquoi est-ce que la Russie risque pas de venir nous péter les dents? Donc, du coup, la Finlande se pose la question est-ce qu'elle ne rentrerait pas dans l'OTAN? Est-ce qu'elle ne postulerait pas? Et donc, ça va créer peut-être encore plus de tensions, ça va être encore plus problématique. Bref, tout ça est hyper intéressant, donc je pense que c'était important de vous le partager. Évidemment, toutes les sources sont dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ça. C'est très compliqué, bien entendu. Personne n'est capable de voir dans le futur, même pas Poutine, je veux dire dans le sens où même les acteurs hein, de cette crise, ils ont des plans en tête, mais c'est pas pour autant qu'ils vont forcément les appliquer comme ils les ont en tête. C'est pas forcément tout va se passer comme ils le veulent. Mais ça reste hyper inquiétant, que ce soit pour les Ukrainiens, mais aussi du coup pour les Européens, parce que c'est quand même une guerre à la frontière de l'Europe qui risque de se déclencher. Et selon moi, une guerre, c'est jamais bon signe, et c'est toujours négatif. Il y a toujours quelque chose qui va créer des problèmes et qui pourrait créer des problèmes beaucoup plus grands souvent que ce qu'on calcule en amont, quoi. On se dit, on s'en fout, jusqu'au jour où ça nous impacte, et là, on s'en fout plus, quoi. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, évidemment, si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et puis sinon, bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, bien entendu, en espérant que ce conflit se règle sans sang. Mais ça paraît de plus en plus improbable. Bref, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt. La bise.